Maintenant que nous avons un arbre de parenté parfaitement construit, nous pouvons supposer que pour chaque nœud où on a un point de divergence entre les langues que l'on observe aujourd'hui, il existe une proto-langue, c'est-à-dire un ancêtre hypothétique dont on ne connaît pas le nom en théorie, à part qu'on a bien sûr attribué des noms au début du semestre aux langues qu'on a développées, mais oublions-les, donc dont on ne connaît pas le nom a priori et que l'on nomme du coup avec la forme proto quelque chose, proto étant ce qui est avant. Et donc, ce qui est avant le Jwar, le Chu, le Chota et le Chua qui forment la branche Chuan, vous vous souvenez, eh bien, c'est le proto-Chuan. On a le proto-Chaocaïque pour le Ka et le Chae, le proto-Chazique pour le Chascha, le Chas, le Kishi, le Khatsa, etc., etc. Et puis, bien sûr, chaque ensemble de deux branches, par exemple la branche Chu-Chazique qui regroupait la branche Chuan et la branche Chazique, eh bien, correspond également à un ancêtre commun, hypothétique, qu'on va appeler le proto-Chuchazique. Puis on a proto-Chuyunéen, et enfin, l'ancêtre de toute la famille, c'est le proto-Chuyurdien. Et notre objectif maintenant, eh bien, c'est de reconstruire des mots dans ces langues proto, dans ces langues mères. Et alors nous allons commencer petit à petit. Je ne suis pas sûr qu'on arrive vraiment au proto-tchouyurdien, ça demande quand même un travail conséquent, mais on va au moins essayer de construire des mots, de reconstruire des mots à l'intérieur de chacune des branches, dans les proto-tchouan, proto-tchazique, proto-yonéen et proto-yurdien, et on verra après si on peut remonter un petit peu plus loin. Donc pour cette semaine, vous allez faire la suite du travail que vous avez commencé la semaine dernière. La semaine dernière, vous aviez démontré que les mots étaient effectivement apparentés, puisqu'ils partagent ou plutôt leur segment rentre dans des règles de correspondance qui sont régulières tout au long du lexique, et vous avez donné des exemples, et des exemples de règles alternatives également, et bien à partir de ces règles, nous allons pouvoir maintenant reconstruire la forme de ces mots, de ces cogna, c'est-à-dire ces mots apparentés, dans la proto-langue. Donc vous aviez quatre mots, quatre cogna, donc des mots apparentés, et nous allons reconstruire l'ancêtre, la racine de ces quatre mots. Donc pour cela, vous allez tout d'abord définir les protophonèmes qui ont été mis au jour par les règles de correspondance que vous aviez trouvées. Alors pas seulement les protophonèmes qui concernent vos mots, mais toutes les règles que vous aviez observées la semaine dernière. C'est-à-dire toutes les règles qui contiennent l'un des segments que l'on observe dans l'une des langues filles. Et vous allez dire si on observe dans cette reconstitution des protophonèmes des fissions ou des fusions. Alors ou scission, peu importe, ou des fusions. Donc c'est ce qu'on a vu pendant les questions-réponses cette semaine. Donc il faut argumenter, bien sûr, et c'est en lien avec les distributions complémentaires. On va le voir avec l'exemple que je vais vous montrer plus loin. En deux, vous allez, quand vous aurez reconstitué le nombre de protophonèmes qu'il y a dans la protolangue, vous allez attribuer une identité phonétique au protophonème qui a été reconstitué. Alors cette identité phonétique, elle est beaucoup plus spéculative, vous avez pu le voir dans le texte, que l'identité du protophonème, puisque on parle de quelque chose de phonique, qui est en rapport avec le son, or le son varie constamment, et on n'a pas vraiment moyen d'attribuer un son qui serait absolument vrai pour une langue ancêtre qui est elle-même hypothétique. Bon, mais par contre, on a vu qu'il y avait certaines manières d'y arriver. L'une des manières, c'est de trouver quel est le son qui est majoritaire dans les langues filles et de l'attribuer au protophonème, d'attribuer cette identité phonétique au protophonème, c'est l'une des possibilités. Alors bien sûr, il peut y avoir des contre-arguments. Par exemple, s'il y a des neutralisations entre plusieurs protophonèmes, il est peu probable que ce son, qui est issu de la neutralisation, soit le même pour les deux protophonèmes. C'est même pas que c'est peu probable, c'est que c'est impossible. Sinon, on n'aurait pas deux protophonèmes dans la langue mère. Alors, lorsque ça, ce n'est pas possible, eh bien, vous pouvez aussi essayer de voir quelle est, par exemple, la règle phonétique la plus probable. Par exemple, on a parlé dans les questions-réponses, un R qui deviendrait un P, c'est quand même très peu probable, puisque le R et le P n'ont strictement rien en commun. Par contre, entre un P et un F, il y a quelque chose de commun. Alors la question c'est de savoir si c'est le F qui devient P ou le P qui devient F. Bien ça dépend de la position. On a vu que la relation entre les deux, elle est le résultat soit d'une lénition, soit d'une fortition, puisqu'on monte ou on descend dans l'échelle d'obstruction, ou d'une assimilation si le contexte le motive. Eh bien, pour savoir s'il y a une lénition ou une fortition, il suffit de regarder où est-ce qu'on trouve ce segment. Est-ce qu'il est en position initiale ou
post-coda, parce que là c'est plutôt une fortition, ou en position coda ou intervocalique, parce que là c'est plutôt une lénition. Donc il y a toutes sortes de manières d'y arriver, que vous avez vu dans les textes, et vous pouvez re-regarder les textes d'ailleurs, et donc c'est à vous de trouver quel est le scénario le plus probable. Et enfin, à partir de ces deux premières étapes, vous allez pouvoir déduire la racine, c'est-à-dire la forme phonique hypothétique des cognats que vous avez étudiés. Et vous allez me donner le résultat de vos exercices dans le forum qui s'appelle Exercice de reconstruction externe et le présenter avec un titre qui ressemble à celui de la semaine dernière. Vous mettez la définition du mot en, et puis vous mettez le nom de la proto-langue. Donc pour moi, par exemple, c'est l'une en proto-chaocaïque. Donc voyons voir un exemple. On avait la semaine dernière comme exemple les mots cha en chahe et kai en kaha qui veulent dire lune. Et on avait vu qu'il y avait des règles de correspondance qui se vérifiaient dans le lexique, par exemple entre le kh et le kh, on a plusieurs exemples, entre le a et le a, on a d'autres exemples, mais on a aussi des exemples d'autres règles, et puis entre le i et le 0, on a d'autres exemples qu'on va voir petit à petit. Donc commençons par le premier cas qui est assez simple. On a une seule règle. Lorsqu'on a un kh en kh, c'est un kh en kh, et inversement, sauf de très rares exceptions, mais qui ne permettent pas de dire qu'il y a des règles parallèles. Donc on a une seule règle, et puisqu'on a une seule règle, eh bien c'est que les deux objets ici que l'on a, le ch et le k, viennent d'un ancêtre commun. Alors il est toujours possible qu'il y ait eu deux ancêtres communs, mais que le même changement phonologique soit opéré dans les deux langues. Mais on n'a dans ce cas-là aucun moyen d'arriver à ces deux ancêtres. Donc la seule hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'il existe un ancêtre commun si on a une règle. Et cet ancêtre commun, on va l'appeler le protophonème grand A, par exemple, tel que grand A a donné ch en ch et kh en kh. Bon, donc là, il n'y a pas de scission, de fission ou de fusion, puisqu'on n'a qu'une seule règle qui a donné un segment dans chacune des langues. Donc c'est le schéma le plus simple. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelle est l'identité phonétique de ce protophonème grand A. Alors pour ça, le problème c'est que là, j'ai que deux mots, donc je ne peux pas prendre la réalisation majoritaire et la généraliser au protophonème. J'aurais pu le faire si j'avais eu 3 langues ou 4 langues et que l'un des sons se soit répété dans la majorité de ces langues. Et là, c'est pas le cas, j'en ai que 2. Donc je ne sais pas lequel des deux est le plus probable. Bon, je ne connais pas non plus le système phonologique de la langue mère, donc je ne peux pas trop déduire la place de ce protophonème à l'intérieur d'un système pour que ce système soit équilibré, comme on avait fait l'année dernière, pas la semaine dernière, l'année dernière. Donc il faut que je me fonde sur la typologie des changements linguistiques. Donc, il y a des changements qui sont peu probables et il y a des changements qui sont probables. Alors, en absence d'arguments contraires, déjà, j'ai aucune raison de penser que le protophonème, que l'identité du protophonème est autre chose que ch ou autre chose que k. C'est possible, c'est bien sûr possible, mais je n'ai aucun argument pour le dire. Donc l'hypothèse neutre, c'est de dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Bon. Du moment que ça correspond à une règle phonétique observée. Bon, alors, quelles sont les possibilités ? Bien, la différence entre ch et k, c'est que l'un est une fricative et l'autre est une occlusive aspirée. Mais dans les deux cas, on a une consonne vélaire et sourde. Donc c'est un changement de mode. Il y a deux choses qui peuvent expliquer ce changement de mode. Soit j'ai eu une assimilation régressive de mode qui va de l'aspiration vers l'occlusive. Alors oui, c'est à l'intérieur d'un segment, mais c'est une possibilité. Donc l'aspiration qui suit le k, c'est une friction, c'est un bruit de friction, on avait vu ça en toute première année. Eh bien, il a peut-être influencé la réalisation du k, et dans ce cas-là, celui-ci est devenu ch en ch. C'est possible. C'est aussi possible qu'on ait eu une fortition de la fricative en position initiale, puisqu'on est effectivement en position initiale, et que le ch est devenu donc k. En kara, pardon. C'est possible puisqu'on a une augmentation de l'obstruction en position initiale, qui encore une fois est une position de fortition. Alors, il y a une manière de vérifier si c'est vrai ou pas, c'est de regarder si le k est présent uniquement en position initiale ou est présent ailleurs. Bon, en l'occurrence, dans cette langue, il est présent que en position initiale, donc ça peut être un argument pour la fortition. Mais c'est pas non plus un argument contre l'assimilation. Or, l'assimilation, c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus fréquent, et il se trouve qu'on trouve des fricatives initiales en kara, comme par exemple chat, qui veut dire cendre.
Donc si on a eu effectivement une fortition des fricatives en position initiale, on s'attendrait peut-être à ce que le ch devienne aussi une occlusive. Or, le ch est resté une fricative, en tout cas on a des fricatives. Alors il est possible qu'il y ait eu un changement en chaîne et que les fricatives soient devenues des occlusives et autre chose, comme par exemple les semi-voyelles, soient devenues des fricatives. C'est possible. Mais ça devient de moins en moins probable, c'est-à-dire que le scénario est de plus en plus précis et du coup de moins en moins probable. Donc le plus probable, là-dedans, le scénario est le plus probable, c'est tout simplement que le protophonème est un k aspiré qui a abouti par assimilation à un ch en ch. C'est le plus probable. Alors, si vous trouvez d'autres arguments pour défendre un autre scénario, pourquoi pas? D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit vrai, c'est que ce soit probable. D'accord? Méthodologiquement acceptable. Donc, on a un premier protophonème qui est le k aspiré en proto-chaotique. On continue avec la règle numéro 2, ou plutôt les règles en 2. On avait une règle qui concernait notre mot, cha, kai, qui était la règle A correspond à A. A en cha correspond à A en ka. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, pour certains, vous avez, avec vos mots de la semaine dernière, eu pour certains segments un nombre énorme de règles, tout simplement parce que vous avez opéré une règle de correspondance entre un phone et un phone, et peut-être qu'il fallait chercher un petit peu plus large. Par exemple, ici, on remarque, dans ce tableau en 2 petits 1, que la règle de correspondance n'est pas tout à fait, peut-être pas entre le A et le A du kara et le A du kara, mais entre le A d'un côté et le aïe de l'autre. C'est possible aussi. Les deux sont possibles, les deux sont vrais en réalité. Mais il y a une formulation qui est peut-être plus simple que l'autre. Donc c'est à vous de voir laquelle de ces formulations est la plus simple. De même, certains ont fait des interversions entre une voyelle et une consonne. C'est quelque chose qui est assez peu probable. Souvent, c'est dû au fait qu'il y a eu une permutation entre les deux dans votre mot. Et donc, il faut plutôt comparer, je ne sais pas, mettons ar avec ra, et non pas le r avec a, et puis de l'autre côté, le a avec r. Donc ça, c'est à vous de revoir les tableaux pour essayer de les rendre plus simples, éviter de tomber dans des erreurs. Mais le résultat, au final, sera le même. C'est simplement qu'il faut simplifier le plus possible vos tableaux pour avoir des raisonnements les plus clairs. Donc on a une première règle, A correspond à A, on a une deuxième règle, A correspond à A long en kara, et une troisième règle, Shva correspond à A en kara. On avait vu que ces règles n'étaient pas en distribution complémentaire, puisqu'on a par exemple ra, rai, qui s'oppose à r, ra, et qui s'oppose à ra, ra. Donc il n'y a aucun contexte qui détermine l'une ou l'autre de ces règles. Donc on peut en déduire, puisqu'il n'y a pas de distribution complémentaire, autant de phonèmes, de protophonèmes, qu'il y a de règles. Autrement dit, 3 protophonèmes, grand A, grand B et grand C. Tel que grand A a donné la règle A correspond à A, grand B a donné la règle A correspond à A long, et grand C a donné la règle Shva correspond à A. Donc, ici, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, attention, une fusion entre des catégories phonologiques de la proto-langue. Pourquoi? Parce que si on regarde le tableau, en kara, je n'ai pas 3 sons. J'ai 3 types de règles, mais je n'ai pas 3 sons qui résultent de ces règles. J'en ai que 2. Soit le A bref, soit le A long. Inversement, en kara, je n'ai pas 3 sons non plus, j'ai que 2 sons. Soit le A bref, soit le E. Donc j'ai bien 3 règles à l'origine, mais 2 sons seulement dans chacune des 2 langues. Vous pouvez faire un schéma si ça vous facilite les choses. Mais voilà, donc j'ai eu un phénomène qui a réduit le nombre de protophonèmes dans chacune des 2 langues. Et ce phénomène, c'est une fusion, autrement dit une neutralisation, de certaines catégories phonologiques. Alors, on a déjà une fusion entre les protophonèmes grand A et grand B en chahe, puisque les protophonèmes grand A et grand B, ont donné A bref en chahe. C'est ce que vous avez ici. Grand A et grand B correspondent en chahe à la première forme qui se trouve là, petit a et petit a bref. Donc on a une fusion des deux, du grand A et du grand B en chahe, et inversement, c'est l'évolution de grand A et de grand C qui nous donne une fusion sous la forme d'une seule catégorie phonologique en kara. Puisque grand A a donné A bref en kara, et grand C a donné également
A bref en kara, alors que grand B a donné un A long. Donc j'ai bien une fusion dans les deux langues, mais ce n'est pas la même fusion. En kara, c'est une fusion entre A et B. En kara, c'est une fusion entre A et C. Donc tout ça, bien sûr, il faut me le dire. Alors maintenant, quant à l'identité phonétique de ces règles, eh bien, il y a quelque chose qu'on observe qui est assez frappant, c'est qu'on a une fusion dans les deux langues, mais à chaque fois, dans chaque règle, il y a une réalisation qui n'est partagée par aucune autre règle, donc qui est propre à une règle en particulier. On regarde nos règles. Ici, en grand A, la seule réalisation... Alors non, on ne va pas commencer par le grand A, justement. En grand B, la seule réalisation que l'on trouve, la réalisation qui est propre à grand B, et que l'on ne trouve pas dans grand A et dans grand C, c'est le A long. Grand C, on a un schwa qui n'existe ni dans la règle grand B, ni dans la règle qui correspond au protophonème grand A. Donc ce que l'on peut admettre, c'est que le B, le protophonème grand B, se réalisait sous la forme d'un A long, puisque c'est le seul son qui lui est propre. Le protophonème grand C se réalisait sous la forme d'un schwa, puisque c'est le seul son qui lui est propre, Et puisqu'on a maintenant attribué grand A, A long et schwa à B et à C respectivement, alors on peut admettre que le A bref est le son qui est propre au protophonème grand A. Et donc, grand A a pour réalisation phonétique A, grand B a pour réalisation phonétique A, et grand C a pour réalisation phonétique schwa. A et B, encore une fois, ont fusionné pour donner un A bref en kara, c'est ce que vous avez ici, et A et C ont fusionné pour donner un A bref en kara, qui n'a plus de schwa. Donc c'est le scénario le plus probable. On a simplement gardé les sons qui étaient présents dans les deux langues et on les a généralisés au protophonème. On continue. Maintenant, on a ici trois règles. Alors, on avait dit qu'il y en avait plus d'ailleurs, mais je vais rester sur ces trois-là. Trois règles. Une règle qui concerne le mot qu'on a choisi. C'est 0 en kara correspond à I en kara. Donc da, dai, etc. Ra, rai, voilà. On a une deuxième règle qui est 0 correspond à A. Je vous avais dit que 0 pouvait aussi correspondre à ou à d'autres choses, peu importe. Et en petit 3, on a I correspond à I. Et on avait vu qu'il existait une distribution complémentaire entre la règle 0 correspond à I, qui ne se trouve que après des voyelles. Vous voyez, la voyelle A, pareil ici. Et on a la règle I correspond à I, qui ne se trouve que après des consonnes. Et là, le I se maintient uniquement après une consonne. Et on a une opposition entre les règles, alors 1 et 3 mélangées, et la règle 2, puisqu'on a par exemple ra, rai, qui s'oppose à ra, ra. Là on a une paire minimale, donc à cheval sur les deux langues. Donc on en déduit non pas 3 protophonèmes, puisqu'on a 2 des règles qui sont en distribution complémentaire. Si 2 des règles sont en distribution complémentaire, c'est qu'elles correspondent à un seul protophonème. Donc on a 2 protophonèmes, grand A et grand B, tels que grand A a donné la règle 0, I, après une voyelle, c'est ce qu'on a vu ici. Et grand A, le même grand A, a donné I, après une consonne. C'est ce qu'on a vu ici. Et le dernier protophonème, grand B, a donné la règle qui reste, qui est en opposition, c'est-à-dire 0, A. Donc là, ce qu'on observe, eh bien, c'est pas une fusion, c'est une fission d'une catégorie phonologique, grand A, vers 2 catégories phonologiques dans au moins l'une des deux langues filles, ici le kara, puisque grand A a donné I dans les deux cas en kara. Vous voyez, là. Donc là, on n'a pas de fission particulière. Par contre, a donné I ou 0 en kara. Donc là, on a bien deux catégories phonologiques qui sont formées à partir d'une seule dans la proto-langue. Donc c'est une fission, et on va essayer maintenant d'attribuer une valeur phonétique à chacune de ces règles, à chacun des protophonèmes qui est issu de ces règles, ou dont sont issues ces règles. Alors, il existe une réalisation qui est commune aux règles 0i et ii,
qui sont issus du protophonème A. Donc le plus simple, c'est probablement de considérer que grand A est tout simplement un I. Et ce I, c'est perdu, où ça, après une voyelle en kh. Donc c'est probable parce que le I est la réalisation majoritaire, et c'est probable parce que la chute d'un I en position finale, c'est quelque chose d'assez commun, d'assez attendu. Donc c'est l'hypothèse la plus probable. Alors bien sûr, si on a d'autres règles qui viennent contredire cela, c'est-à-dire d'autres règles qui sont en opposition avec celle-ci et qui tendent aussi vers un I, il faudra un peu étoffer l'argumentation et peut-être changer nos conclusions. Mais là, en l'absence de contre-argument, a priori, c'est l'hypothèse la plus probable. Quant à la règle 0A, ce qu'on remarque, parce qu'elle contient un A, donc c'est intéressant de la comparer avec les autres règles dans le tableau précédent qui contiennent aussi un A, on remarque qu'elle est en distribution complémentaire avec la règle AA. Effectivement, puisque celle-ci, 0A, elle ne se rencontre que après une voyelle. Et après le OU, le O ou le A. Ici, pareil, on a 0 qui est soit après OU, O ou A. Tandis que la règle AA se trouve uniquement après une consonne. Après le DE, le RE ou le LE. DE, RE, LE, dans les deux langues. Donc il y a une distribution complémentaire entre les deux. Or, on a vu que la règle AA, je remonte encore un petit peu, correspondait à un phonème A. Sa valeur phonétique est un phonème A. Donc là, a priori, ça semble le confirmer, puisqu'on a une nouvelle règle en distribution complémentaire qui a pour réalisation dans l'une des langues filles un son A. Donc on peut effectivement dire que ce phonème qu'on a appelé ici grand B, mais c'est le même, a pour réalisation phonétique un A. Et donc on peut maintenant reconstruire ce mot qu'on avait, qui est kha en kh et kai en kh. Et pour le reconstruire, on a vu que le protophonème qui correspondait à la règle kh, k avait pour valeur phonétique le k. Le protophonème qui correspond à la règle aa a pour valeur phonétique le a. Et le protophonème qui correspond à la règle de correspondance 0i a pour valeur phonétique le i. Donc on peut reconstruire la forme kai. Alors il se trouve là par hasard que c'est la même forme que le kha. C'est possible que ce soit aucune des deux formes d'ailleurs, ou que ce soit la même forme pour tous les deux mots, puisqu'il est possible que vos mots soient identiques à chaque fois. Ça, c'est tout à fait variable, il n'y a absolument pas de règle, et que ce soit l'un ou l'autre ne signifie pas que c'est mieux. Il est tout à fait possible que la protoforme, la racine, ait la même forme phonétique qu'une des langues filles, que toutes les langues filles, ou qu'aucune des langues filles. Et après vérification, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire après, si vous voulez, cette racine correspond à l'ancêtre commun de ces deux mots. Effectivement, j'ai cherché donc je ne sais plus, le kapan tardif ou quelque chose comme ça. Eh bien, effectivement, la racine de kha et de kai, c'est bien kai. Donc, cette racine que je propose, elle est non seulement méthodologiquement valide, mais elle est aussi factuellement vraie. Les deux ne vont pas forcément ensemble. Vous pouvez avoir une proposition qui est méthodologiquement valide, mais qui n'est pas factuellement vraie. Ce n'est pas forcément un problème, puisque de toute façon, là, on a accès à nos ancêtres, mais dans une véritable reconstitution linguistique, vous n'avez pas accès aux proto-indo-européens ou aux proto-slaves ou je ne sais quoi. Et du coup, vous ne pourrez jamais vérifier vos conclusions par l'observation de l'ancêtre. Donc c'est assez peu important que ce soit factuellement vrai ou pas. L'important, c'est que le raisonnement soit juste. Donc encore une fois, vous pouvez vérifier si votre conclusion est factuellement vraie ou si elle ne l'est pas, mais ne le faites pas avant de faire votre travail de reconstruction, car ça risquerait de biaiser un petit peu votre raisonnement, et ce serait dommage, parce que ça n'a aucune importance en réalité. Que le mot soit ensuite exactement celui que l'on a dans les fichiers tableurs que l'on avait au début du semestre, c'est pas du tout important. Donc je vous encourage à le faire quand même, parce que c'est intéressant, et si d'ailleurs ce n'est pas la même forme, c'est intéressant que vous vous demandiez pourquoi ce n'est pas la même forme. Peut-être que vous avez fait une erreur aussi, c'est aussi possible, ou peut-être que vous n'avez pas fait d'erreur, mais il y a quelque chose qui échappe à la méthode, et ce serait intéressant si vous proposiez une réflexion là-dessus, si éventuellement vous le faites. Voilà, donc je crois que je n'ai rien oublié.
Non, c'est bon. Donc faites-le sérieusement parce que c'est quand même une étape importante. On refera un exercice de ce type la semaine d'après encore et vous ferez aussi des exercices de ce type pendant le dossier. Donc faites-le plutôt sérieusement. Et cette fois-ci, je ne pense pas que je ferai de commentaires à chacune des réponses que vous m'enverrez parce que c'est très très lourd pour moi. J'ai aussi les masters qui me demandent beaucoup beaucoup d'attention. Mais c'est d'autant plus une raison de faire très attention à ce que vous allez faire. Par contre, je lirai tout ce que vous avez fait et je noterai après avoir lu attentivement. Mais je ne vous donnerai pas forcément de remarques sur ce que vous avez fait. Travaillez bien.